Fifou est notre invité aujourd'hui dans Studio 41. Comment ça va, Fifou? Très très bien, en pleine forme. On est très content de te recevoir aujourd'hui parce que c'est un jour spécial. C'est aujourd'hui que sort ton premier livre intitulé Archives aux éditions Click. Salut à Mouloud au passage. Gros big up. Bah oui, gros big up bien sûr. Ce livre, c'est une fenêtre sur plus de 20 ans passés dans le rap, à façonner l'imagerie des artistes et de leurs projets. C'est aussi un aperçu de la passion folle qui t'anime pour cette culture. On y trouve plein d'images inédites et on y trouve aussi les coulisses des shootings. C'est vraiment pas juste un livre de belles photos, c'est un livre vivant. J'ai envie de dire, l'histoire vit un peu sous nos yeux à travers ce livre. Et pour parler de cette histoire et de ton histoire, nous on a conçu un petit voyage musical. On a choisi des extraits sonores pour retracer ton parcours et des moments forts de ta carrière riche en anecdotes. C'est bon. Et on commence tout de suite avec un premier extrait. Chacun sa mafia, chacun sa mifa, aujourd'hui ça se passe comme ça. Le livre s'ouvre sur un très beau texte du journaliste Bastien Stizy qui retrace ton histoire et ce morceau, Nas NTM, Affirmative Action Remix, apparaît dès les premières lignes. Tu te rappelles la première fois toi que t'as écouté du rap et est-ce que c'était avec ce morceau ou pas? Celui-là il m'a vraiment fait basculer dans la marmite du rap français on va dire. C'était l'époque où je pense j'avais 15 ans. J'étais à fond dans le basket, c'est un peu cliché, tu vois, les années 90, fan de Chicago Bulls, et je me prends ce morceau. C'est vrai que le rap, j'ai plus dès le départ une approche plutôt musicale. J'étais pas trop sur les MTV, tout ça. Moi, je suivais pas ça. J'étais vraiment dans un autre univers. Moi, j'étais beaucoup dans la bande dessinée, les mangas, mais ma bande sonore, on va dire, depuis que j'ai 14-15 ans, c'est le rap, exclusivement américain au début, de la côte Est, et NTM, je trouve qu'à l'époque, ils avaient ramené ce truc français, mais qu'un dans l'attitude, dans l'image. Joey, tu le voyais à l'époque, à l'image, c'était fou. Donc moi, tout de suite, ça m'a... Ouais, j'ai basculé vraiment, en fait. Donc c'est vrai que ce morceau, symboliquement, à l'époque, j'avais une bonne détente. C'était mon premier dunk. Le premier dunk c'est sur ce morceau. Ok, sur Nas NTM, très bien. Est-ce que le jeune auditeur de rap que t'es au début regarde un peu les covers d'albums ou pas du tout? Pas du tout, en fait. Pas du tout. À l'époque, je pense que ce qui m'a marqué, c'était potentiellement les clips, la musique. Les covers d'albums, c'est venu un peu plus tard. Parce que moi, là-bas, j'avais pas pour vocation d'être photographe ou de faire des pochettes d'albums, tu vois. À la base, c'était le dessin, mais c'est vrai qu'après, voilà, de fil en aiguille, en commençant à mettre les mains dans le graphisme et tout, bah ouais, les pochettes, j'ai tout bouffé vraiment à partir de 18 ans. Tout ce qui était livré d'albums, surtout américains, Wu-Tang, Ghostface, c'est une imagerie qui m'a percuté vraiment. Justement, à l'adolescence, toi tu fais de la BD, du dessin, tu réussis à squatter une émission d'une petite radio locale du 77, Valais FM pour ne pas la citer, pour y parler de graffiti. Et puis après le bac, tu parviens à intégrer une prestigieuse école d'art à Paris. Et là, t'es entre deux mondes, entre la culture rap et la culture classique. C'est le moment du deuxième extrait sonore. Attention, c'est très court. Bref, lui, c'est Kairon. Quand il s'agit d'aborder une meuf, il est toujours là pour moi. Parfois, je suis timide, mais il a des techniques révolutionnaires. Un bref extrait de la série Bref avec Kian Kojandi, Kairon et Navo. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, la première grosse aventure pour toi dans le rap, c'est avec Kairon et Navo. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Alors, c'est la toute première page. Enfin, en fait, mon livre, il y a une 50aine de pages qui racontent un peu tout le parcours, tout ça. Et la première double page s'ouvre sur la pochette de l'Arcane. Donc, c'était une pochette de mixtape pour ce groupe-là qui vient de Pierrefitte, qui était composé de Navo et de Kairon. Donc Kairon, il s'appelait déjà comme ça. Navo, il avait un autre blaze, je me rappelle plus. Et c'était l'époque où quand t'es étudiant, quand tu traînes avec un groupe de rap, tu traînes tout le temps avec lui. C'est-à-dire dès qu'il fait une radio, tu les suis tout le temps en fait. Tu vis avec le groupe en fait, tu vois. Et moi, les plus gros freestyles en 2001 que j'ai pu voir devant moi, c'était Kairon et Navo, c'est fou. Qui aujourd'hui font quelque chose de complètement différent. Ça reste des gros passionnés. Bah, c'est pas pour rien, je pense qu'ils aient travaillé aussi avec Orelsan, tu vois, sur Bloqué. Parce qu'ils avaient toujours un peu cet univers un peu geek et très rap français. Kairon, il est au courant de tout. D'ailleurs, hier, il m'a envoyé des cœurs dans tous les sens, parce que ça fait mine de rien plus de 20 ans maintenant. C'est bizarre de parler en 20 ans. Ça passe trop vite. Mais ouais, c'est assez fou que ma première cover soit pour ces gars-là. L'union fait la force. L'union fait la force. C'était une mixtape enregistrée dans des chambres, mais sur lesquelles tu pouvais retrouver Mafia Tressé, Psychiatre de la Rime. Il y a un morceau de soprano incroyable dessus. Enfin, un refrain. C'était l'époque des mixtapes où il y avait 10 000 groupes, quoi. Ouais. Et après, voilà.
tout est parti. Bah oui, à ce moment-là. C'est ça. À partir de là, tu te mets à piger notamment pour des magazines rap, à organiser des shootings dans ton tout petit studio de 9 mètres carrés à Paris. Tu croises de plus en plus de rappeurs, notamment Princesse Agnès, premier artiste vraiment connu pour qui tu fais de l'illustration. Mais en parallèle, il se passe autre chose dans ta vie et quelque chose qui illustre bien la mentale de débrouillardise qui te caractérise. Attention, c'est le moment du 3e extrait. Ah. Tu sais que c'était mon surnom, ça. Pourquoi je le mets à ton avis? Oh là là. Eh oui. Ouais, bah Marvin écoute, Gaye, Sexual Healing. Alors, est-ce que je peux t'appeler Marvin, du coup? Explique-nous pourquoi ça me rappelle Marvin. une époque. Voilà. On veut savoir l'histoire. Bah en fait c'est très très simple. Comme beaucoup d'étudiants, on cherche des petits boulots, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi j'étais à l'école encore. Je vivais sur Paris. J'avais fait le choix à 17 ans de prendre une petite piole à Paris. Et donc bah voilà, t'as envie de vivre un petit peu. Et un soir, je sais pas comment, je me suis retrouvé sur un site d'annonces de frotteuses de trottoir, comme on dit, d'escort girl. Et quand je regardais ce site, c'est une espèce de Le Bon Coin d'escort. Je me suis rendu compte qu'elles avaient des photos pas terribles, tu vois. Et donc j'en ai démarché plus de 1000 et je les ai shootées. Ouais. Donc j'ai fait pas mal de photos. Je voulais faire un bouquin sur ça à un moment. On en retrouve quelques-unes dans le livre. Ouais, alors j'ai flouté les visages, j'ai flouté les numéros de téléphone parce que j'ai beaucoup de respect pour ces femmes. Enfin, j'ai eu une très grosse histoire en termes d'amitié dedans. Parce que bon, même si de l'extérieur, il y a ce côté un peu marrant, mais c'est quand même très très glauque. Hein, et c'est des vies difficiles, mais j'ai eu beaucoup de bienveillance en fait, réciproquement, tu vois. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'est quand elles venaient dans mon studio pour les shooter, qu'elles se sentent pas, qu'on appelle ça, qu'il n'y ait pas une atmosphère trop glauque. Ouais. Donc je leur mettais du son, je cuisinais, j'étais avec des potes. On était vraiment bienveillants parce qu'on sait que c'est particulier, tu vois. Après, juridiquement, c'était pas clean parce que voilà, c'est pas, enfin voilà, c'est compliqué, c'était au black et tout, tu vois. Mais ça a été une très grosse expérience pour moi parce que déjà humainement, j'ai rencontré des femmes formidables et bah j'ai appris la photo. Hein. Ouais. J'ai fait mes premiers pas dans la photo avec les rappeurs et les escort girls. Magnifique, magnifique résumé. C'était magnifique. De rencontre en rencontre, puisque la vie n'est faite que de rencontres. Je passe des épisodes, mais il y a des trucs fous qui sont racontés dans le livre, notamment un passage baby hip-hop. Regardez ça dans le bouquin, les baby hip-hop sur TF1, c'est un délire. Mais tu vas te retrouver sur un gros projet, Illicit Projet, en 2004-2005. Tu vas photographier tout le game de l'époque. Puis, il y a ce fameux shooting avec Cool Chain qui ouvre officiellement les portes, on va dire, de ta carrière pro, vraiment en tant que photographe. Ouais. En 2 mots, peut-être, raconte-nous ce shooting qui aurait pu enterrer ta carrière et qui finalement l'a lancé. Carrément. C'est vrai qu'avant, je pense que pendant 2-3 ans, je bricolais beaucoup. C'est-à-dire que je travaillais avec beaucoup d'indépendants, mais en 360, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de logos, beaucoup de débrouillardise pour filer des coups de main à droite et à gauche, des tracks, des flyers de soirée, tout ça. Et comme moi, j'étais quand même très très proche de Princesse Agnès, elle avait son groupe Les Spécialistes. Les Spécialistes, bien sûr. Avec Tepa Paix à son âme, qui était signé chez For My People. Et de fil en aiguille, alors je ne me rappelle plus vraiment comment, mais Cool Chain voulait faire des photos de presse et surtout faire une cover pour Le Monde est à Le Monde est à nous avec Rof et Dadou. Ouais. Et séance où j'étais là, où j'ai vu la puissance d'Ousni en studio à ce moment-là, c'était assez fou. Et donc il m'a dit si tu veux, on se cale un studio photo. Moi je sais même pas ce que c'était parce que je suis vraiment autodidacte dans la photo. Et je me suis retrouvé avec Cool Chain en studio. Qui est énorme à l'époque, faut que les gens se rendent compte. 2004-2005, c'est une des méga stars du rap. C'est la star, l'une des grosses stars du rap français. Et donc, je sais pas, je dois avoir 19 ans ou 20 ans. Et lui, déjà, est très charismatique. Il aime pas faire des photos. Les anciens, ils aimaient pas faire des photos. Donc, il arrivait, vas-y, fais ta photo, tu vois. Et moi, j'ai jamais fait de photos en studio. Donc, l'approche des flashs, tout ça. Et je crois que l'assistant plateau qui était là, il a vu que c'était pas mon truc. Il m'a dit, tu sais quoi, vas-y, je t'aide et tout. Je gère, ouais. Donc j'ai peut-être 200 photos un peu floues et j'en ai une qui était un peu plus nette et ils l'ont gardée. Il était trop content, Cool Chain. Il fait un doigt d'honneur dessus, c'est celle-là? Ouais, basique. Hein. Y a pas de concept. comme tous les shootings de l'époque, hein, c'est sur l'instant. Au final, je trouve qu'il y avait un truc un peu quinri là-dedans qu'on retrouve aujourd'hui. Quand tu regardes la drill, tout ça, on revient à un truc plus instinctif. Vas-y, t'as une caméra, on tourne direct, même si c'est flou, on s'en fout, tu vois.
Donc ça, je trouve ça cool en vrai. Mais bon, à l'époque, pour moi, j'étais un peu en stress. Et c'est vrai que ça, on va dire que ça a été le début où les maisons de disques ont commencé à voir mon nom, je pense. Parce que déjà dans le milieu indépendant, tout le monde me connaissait. J'étais une espèce de médecin du rap français. Tout le monde venait chez moi déjà. Mais les maisons de disques, que ce soit Sony, EMI, Warner, tout ça, ils ont dit Fifou, c'est qui ? Puis voilà, ça s'est passé comme ça. Fifou, dans la deuxième partie des années 2000, tout le monde passe sous ton objectif, Booba, La Fouine, Section d'Assaut et tant d'autres. C'est une époque où tu lances aussi les Fifou's Nights. C'est quoi les Fifou's Nights ? Alors les Fifou's Nights, grosso modo, j'ai eu quand même de la chance dans les années 2006-2007 de commencer à travailler avec des maisons de disques, donc avec des plus gros budgets. Mais c'est vrai qu'il y a une très grosse scène indépendante de mixtape, de compile, tout ça. Et donc généralement ce que je faisais, c'est quand une major bloquait un studio photo, donc qui coûte assez cher, moi je m'arrangeais pour finir un peu plus tard, et le studio me laissait les clés. Dès que je finissais mon shoot, j'ouvrais la porte à tout le rap français. Donc heure par heure, de 20h à 7h du mat, j'avais la santé, hein. Je faisais des rappeurs, Nesbill, La Fouine, machin, truc, les compiles, des freestylers, tout ça. Donc chacun venait, ça coûtait 100 balles de l'heure. Et vas-y. Hein. Et t'as joué sur les deux tableaux comme ça. Bah, pour te donner un exemple, la pochette Roi sans couronne, donc le portrait Nesbill, c'était pendant cette Fifou's Night. Incroyable. Ouais. Et ça rend bien. Bah Nesbill, hein. Nesbill, de toute façon, Nesbill c'est faire, comme tu vois un gazo, tu le mets là, tu fais une pochette. Et trop de visu en fait. Ça marche, ouais. On continue notre petit voyage musical avec ce son. Mobb Deep et Big Noyd, évidemment. J'ai mis ce son parce que tu pars rapidement aux États-Unis à un moment donné, et là-bas tu vas rencontrer quelques-unes de tes idoles à toi, dont Prodigy de Mobb Deep. Comment ça s'est passé ? Ah, franchement, le Queensbridge, hein, on peut en parler, mais que ça soit Mac Taylor, Seth Gecko, Booba même. Booba, ouais, exactement. Mais en tout cas, même un Rimka, enfin, quand on se voyait à l'époque, on écoutait que le Queensbridge, tu vois. Moi, je suis un vrai bousier du Queens, et à un moment donné, j'ai voulu partir là-bas sans parler anglais et aller directement au cœur des choses, des quartiers là-bas. Donc le Queens, c'est pour moi là-bas, c'était un peu Disneyland, quoi. C'est-à-dire que tu te balades, tu vois Cormega, tu vois Infamous Mob, Bars and Hooks, enfin tout. Ça, je pense que la nouvelle génération ils connaissent pas. mais ça parlera à ceux qui savent. Mais pour moi, ouais, c'est comme c'est ça, c'est un gros spectacle. C'est l'ouvert en fait, tu te balades, c'est voilà. Et donc j'ai eu la chance d'être très proche de Infamous Mob à un moment donné, et donc c'était un peu qu'on appelle ça une espèce de quête. C'était à un moment donné de rencontrer Prodigy, parce que j'écoutais Prodigy et j'écoute encore depuis toujours. Et à chaque fois je bossais avec tous ses potes, ses cousins, mais jamais avec lui. Et une fois on devait aller chez Alchemist avec Twin Gambino, mais ils nous ont pas ouvert parce qu'ils étaient trop défoncés, ils dormaient. Ouais. Donc j'étais frustré de fou, je suis revenu en France, on est reparti là-bas, et un soir, on s'y attendait pas, 2h du mat dans un studio miteux, je vois la porte qui s'ouvre, je vois Prodigy, j'ai bugué. La révélation, quoi. C'est aujourd'hui, je sais pas, c'est comme si tu veux voir Travis Scott, tu vois. C'est le même impact en fait. Et c'était la veille de son incarcération, donc c'était particulier, avec toute sa famille qui était là, grosse tristesse et tout. Enfin, moi j'ai vécu des choses assez folles en fait. Et puis voilà, on s'est pas connus vraiment, mais j'ai eu de la chance de le voir enregistrer devant moi en studio, et je l'oublierai jamais, vraiment. T'as pu faire des shoots. Alors ouais, c'est vrai que l'idée c'était de caler des interviews avec des rappeurs américains via un ami à moi qui s'appelait Chino, qui s'appelle toujours Chino, et qui interviewait pour Tracklist ou The Source. Et moi en parallèle, je les prenais en photo et je leur faisais une pochette en direct. C'est-à-dire que pendant l'interview, j'étais avec mon Photoshop et tout. C'était ma manière de parler parce que je parle pas anglais. Et le mec qui regardait, il fait « Oh, crazy man !» Et c'est comme ça que j'ai fait plein de pochettes de rappeurs américains en fait. C'est-à-dire que j'allais, je shootais et je faisais la pochette direct. En direct, ouais. C'est ça. Parce que pour moi, dans ma tête, ils avaient déjà tout. Ils ont les plus grands photographes, tu vois, les Jonathan Mannion, tout ça. Moi, si je vais sur ce terrain, j'ai la dalle, tu vois. Et j'avais la dalle, je l'ai toujours, mais à l'époque, j'avais trop faim. Ouais. Et tu bouclais leur pochette en combien de temps ? En 1 heure. Ouais. Ah bah c'est après, fou, c'était pas des grandes œuvres d'art. Hein. Il y a eu des petites pépites, mais on va dire qu'il y a des pépites qui ont accompagné des classiques, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, avec le recul, quand j'ai fait le bouquin, donc ce bouquin, pour moi, il y a deux parties. Il y a les 10 premières années
qui sont très très sombres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait un peu un inventaire de ces 10 premières années, j'ai eu un petit coup de cafard parce que je me suis rendu compte que mes 10 premières années, donc les années 2007 jusqu'à 2011, en photo, je parle 2006-2012, c'était très dur ce mouvement. Ça marchait pas, il y avait pas le streaming, et ce qu'on appelait les rois sans couronne, des artistes tellement impliqués dans leur art que ça a bousillé leur vie, leur cerveau, leur famille. Et donc, quand je regardais toutes les photos côte à côte, j'ai vu que c'était comme une espèce de gros tableau gris. Il y a une espèce de filtre marron gris qui rendait la chose super terne. Et ça m'a fait quelque chose en fait, parce que ça m'a... Bon, alors, artistiquement pour moi j'ai vraiment évolué et je regarde plus ça. Mais ça m'a, en termes de rap français, ça m'a rappelé une époque vraiment vraiment difficile et je tiens à vraiment envoyer trop d'amour à tous ces gens que j'ai pu rencontrer à ce moment-là parce que c'était vraiment dur quoi, vraiment. Il y a des photos de Salif aussi d'ailleurs, on parlait des rois sans couronne, il y a des photos de Salif. Boulogne Boy. Bien sûr. Alors, pour moi c'était un Nipsey Hussle, c'est-à-dire qu'il faisait... Entièrement d'accord avec toi. Déjà en termes de rap c'était fou et l'homme et surtout sa débrouillardise. Il faisait partie de ceux qui arrivaient à vivre de ça en indépendance, c'était complètement dingue. Exactement. Alors on était avec Mobb Deep à New York, mais il y a aussi des rencontres folles de l'autre côté, en Californie. Nouvel extrait sonore. Alors ça c'est J-Rock. Il se paraît que tu as rencontré J-Rock, donc J-Rock, acolyte de Kendrick. On va y revenir évidemment. Bien sûr, c'est sûr. J-Rock, écurie TDE, Los Angeles. Tu as vu la page dans mon bouquin ou pas? Bien sûr, okay. bien sûr. Il y a une exclusivité en vrai, mais on va en parler. Voilà. Comment ça se fait cette rencontre avec ces Californiens qui commencent à monter très fort, en tout cas pour J-Rock dans ces années-là, 2008-2009, ça commence à être big. Ouais, carrément. Donc ça, on va parler de 2008-2009. Pendant des années, j'étais Queensbridge, New York, et je décide parce que j'étais très G-Funk quand même dans ma mentalité aussi, très Dre et tout ça. Et on décide de partir à Los Angeles, mais comme tous mes voyages, par exemple à New York, on n'allait que dans les quartiers difficiles, et pareil à Los Angeles. Et là, je découvre un Los Angeles, mais je pensais pas voir un ghetto pareil en fait. C'est que t'as Hollywood, enfin une partie de Beverly Hills, tout ça, mais tout autour c'est gangréné par les gangs. Enfin, de toute façon on a plein de documentaires sur ça. Et donc on part à Crenshaw, Watts pour rencontrer J-Rock. Donc on contacte le label TDE à l'époque via MySpace, je pense. Et J-Rock déjà il venait de faire un morceau avec Lil Wayne, il commence à devenir big. Le morceau que vous entendez derrière. Bah ouais, trop. Là je suis à ce moment-là en fait. C'est trop incroyable, c'est-à-dire que le vrai mec de Watts, Blood, qui cartonne, Dre qui est derrière, enfin, c'est complètement fou. Donc on part le rencontrer pour l'interviewer et comme tous les quinries qui pètent un peu, il nous calcule pas de fou. Il fait le taf, il fait son interview, mais on sent que c'est tendu parce que déjà on est dans un quartier, c'est compliqué, ils sont tous habillés en rouge. Enfin, c'est pas la fête, tu vois. Et je vois à côté de J-Rock, je vois un petit Renoir super gentil, good kid, tu vois. Et on a grave sympathisé. Et voilà, c'est Kendrick. Et bon, nous on. K-Dot à l'époque encore, je crois. K-Dot à fond. Ouais, exactement. Parce qu'il venait de faire une mixtape qui s'appelait K-Dot, juste sous le nom de K-Dot. Et alors moi, je le dis aussi avec recul, c'est que moi à ce moment-là, j'accroche pas avec ce qu'il fait artistiquement. Humainement, trop bien, mais. Les States, c'est particulier, c'est que n'importe quel mec que tu rencontres, c'est wow, crazy man. Ouais, ils sont tous sympathiques. C'est que des hugs et tout, donc tu sais pas trop. Puis j'étais un peu déçu aussi à New York de certains comportements. Donc quand je vais à LA, je suis là, j'ai envie de faire un peu de business aussi. Les billets d'avion ils coûtent cher. Je suis pas non plus, tu vois. Et voilà. Et donc Kendrick, il voulait que je fasse des dessins pour lui. Et dans le bouquin, donc c'est juste 2 doubles pages que j'ai mis. Donc j'ai mis une photo de Kendrick très très jeune. Et j'ai mis le dessin que lui m'a dessiné, qui était le dessin original de la pochette de Good Kid in Mad City, qui s'appelait Good Mad City. Et alors ce qui est fou, c'est qu'il y a une archive vidéo qui est dispo sur YouTube. Alors je sais pas si c'est sur ta chaîne ou quoi, mais aussi, je crois. Voilà, et où on vous voit discuter, où il t'explique le concept de son album, clairement il te dit fais la pochette quoi en gros. Ouais, complètement. Bah alors déjà son concept j'aimais pas. Non mais vraiment, c'est-à-dire que moi j'étais avec mon gars. Il me parle d'un dessin super technique, mais je trouvais ça un peu cliché, parce que grosso modo, il voulait être lui avec un œil au beurre noir,
avec un drapeau blanc et d'un côté les Crips et d'un côté les Bloods et en gros réunification, Good Kid in Mad City, tout ça. Et j'avais pas déjà sur ça, j'avais pas accroché, j'accroche toujours pas en fait. Par contre, l'artiste, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, je suis allé voir son concert à Bercy. C'est octobre, complètement fou. C'est complètement fou parce qu'en plus, Kendrick, on se frôle beaucoup, on va dire, virtuellement. C'est-à-dire que toutes ces équipes, on se parle, on se connaît. Ils ont vu les archives, ils ont pété un plomb. Mais bon, lui, il est. Enfin, tu vois, c'est le nouveau Jackson, on va dire. Tu vois, dans le rap, c'est trop costaud. Donc, un jour, peut-être qu'on se croisera ou pas. Moi, je l'avais recroisé 1 an après. Et ouais, il m'a. Il se souvenait de toi ou pas? Ouais, mais justement, il m'a fait comprendre que j'avais déconné. Parce qu'en fait, Fifou a pas donné suite à. Oui, il m'a relancé. Ok, d'accord. En fait, grosso modo, je devais faire sa cover. Il m'a relancé. À un moment donné, je lui ai dit, mec, t'as pas même $100? Parce que franchement, mec, moi, à cette époque-là, je roulais pas sur l'or. Il me dit, ah, gars, c'est dur et tout. Kendrick, tu vois. Comme quoi, il faut jamais lâcher. C'est ça. Tu vois, pour moi, c'est. Et puis, moi, ça m'a fait du bien en fait ce moment-là. Alors souvent j'aime dire que je l'ai négligé, mais c'est pas réellement ça en fait. C'est quoi qu'il arrive, même si je l'avais pas négligé, il m'aurait à un moment donné zappé. Enfin, les Américains c'était pas sur place. Il y a plein de caries, je leur fais plein de pochettes, des mecs connus ou pas, hein, les Freddie Gibbs, tout ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On se voit, c'est cool, mais il n'y a pas de relation comme ici où on est vraiment des amis, des proches. Et pour ça, pour vivre ça, il faut vivre là-bas. Tu vois. Mais par contre, ouais, c'est assez fabuleux de voir un petit mec du ghetto. D'ailleurs, dans le bouquin, la capture que j'ai mis, c'est qu'il dit j'ai ces rêves-là, mais pour le moment, je suis dans la rue. Tu vois. Quand j'ai vu ce bout d'interview, quand je vois où il est, c'est incroyable, vraiment. Parce que là où je l'ai vu, c'est vraiment compliqué en fait. T'as pas la CAF, t'as pas des allocs, t'as rien. T'es dans le crack, c'est. Donc gros respect quand je vois ça, les Américains, et ça m'a boosté à un niveau, ça te remet en place en fait. C'est-à-dire que il faut jamais négliger personne en fait. C'est comme ça que j'ai fait ma conclusion, tu vois. Et ça fait du bien. Et c'est pour ça que j'aimais aller aux États-Unis, parce qu'en France j'étais un peu plus en place, mais aux États-Unis j'étais rien du tout. Et c'est cool de se remettre à flot, de repartir d'une basse scène et de se reconstruire aussi, c'est cool. Elena. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres rappeurs comme ça que t'as raté de peu, qui te viennent à l'idée? Depuis, j'ai plus loupé. La leçon. Peut-être A7 DCH, parce qu'il m'avait, pas lui, mais son staff m'avait contacté. Je crois pas que c'était Core, je crois que c'était directement l'ancienne équipe d'US qui m'avait contacté, mais je crois que j'étais juste pas en France ou un truc comme ça. Mais maintenant t'as vraiment les réseaux sociaux. Ouais. Je loupe plus trop. Ouais. Alors, il y a un artiste américain que t'as un peu frôlé, que t'aurais pu rencontrer, c'est Snoop. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Non. Mais on va quand même l'écouter en compagnie du boss, Dr. Dre. On va mettre Still Dre parce que ça fait jamais de mal. Classique parmi les classiques, c'est Still Dre dans Studio 41. J'ai toujours rêvé d'annoncer ce titre. Et c'est aujourd'hui, je le fais. Dr. Dre, Snoop Dogg, Still Dre, c'est parti. On continue, Fifou, notre voyage musical dans ta carrière. Nouvel extrait tout de suite. Fianso et Toka sur son album Bandit Saleté en 2017. Il paraît que c'est l'un de tes shootings les plus marquants. Pourquoi ? Ouais. Pourquoi ? L'endroit où on a shooté, les personnes qui étaient là à ce moment-là, Fianso, la mentale dans laquelle il était à ce moment-là, il était là pour tout arracher. Le projet s'appelle Bandit Saleté, avec tout ce que ça peut représenter. On a shooté au clos, enfin, c'était un moment incroyable parce qu'en fait, il y a des albums que moi parfois je vis en direct avec les artistes pendant les shootings, et tu sais, c'est comme une écoute d'album. Quand t'es avec l'artiste, tu te le prends beaucoup plus fort, tu vois. Et dis-toi, là on était dans une espèce de terrain vague avec des caravanes, des gilets pare-balles par terre, vraiment un truc réel. Et ils mettaient ce son à fond. Et ils étaient tous comme ça. Tu sais, même mon assistant qui travaille tout le temps avec moi, il a regardé le truc, il dit c'est quoi ça? Et Fianso, il est c'est un sanguin. C'est-à-dire que là, il est gainé, c'est précis de ouf, tu vois. Donc en termes de souvenirs, c'est complètement fou. Et surtout que Fianso, moi, je l'ai connu même 10 ans auparavant. C'est-à-dire que j'ai vu tout son process. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, je pense que c'était en 2006. Il faisait 20 kilos de plus.
Il buvait un peu plus aussi. Et par contre, c'était déjà un fou de rap français. C'est-à-dire qu'il venait chez moi, il rappait les textes de Lino, de vrais gros passionnés. Et de toute façon, ça se ressent. De toute façon, c'est un mec passionné dans tout. Bien sûr. Et ça se ressent direct. Et c'est vrai que quand on fait Bandit Saleté, on sent que... Tu sais, parfois, tu sais quand tu shootes des choses, tu sais que ça va être un classique. Tu vois que ça va être une grosse pierre. J'ai eu la même quand j'avais fait Youssoupha, la même avec Gazo quand il a fait Drill FR. Il y a un truc, comme les étoiles sont alignées, je sais pas, on ressent. Ça, moi, Gazo, la première fois, genre, c'est pas pour parler de lui, tu vois, mais la première fois qu'il m'a fait écouter un son, je le connaissais pas, on sait que c'était tout droit, tu vois ce que je veux dire? Bah, Fianso, sur ça, Bandit Saleté, on savait qu'il y a un truc qui basculait dans sa vie et dans sa manière d'être, tu vois. Ok. Autre extrait. Sur le Ça, c'est SCH en 2018. Tu Le l'as code. raté sur A7, mais t'as fait Julius, Exactement. qui a été shooté dans le décor du film Le Parrain 3. C'est ça. C'est ça. Alors, ouais. Julius, ça a été une aventure incroyable parce que c'était la première fois que je faisais un projet en 360. C'est-à-dire que j'ai réalisé, j'ai co-réalisé parce que j'ai travaillé à ce moment-là avec Julien Paolini, un ami à moi qui vient du cinéma. Et donc l'idée c'était de partir en Italie une semaine et de réaliser 3 clips, shooting photo et un court-métrage. Et donc j'ai vécu une semaine complètement folle avec le S, qui est devenu un ami et qui m'a assez perturbé parce qu'en gros il y a une espèce de, pas de décalage, mais quand tu le connais en vrai, c'est vraiment le gars trop cool, très bon feeling, super simple. Et par contre, je me rappellerai toujours la première, le tout début où on a commencé à tourner en fin de journée le clip de Otto. Donc il est sur une espèce de toit, c'est ambiance aube. Il se met devant la caméra et là je fais ok, c'est une resta. Ouais. Ok, c'est une resta en fait. Le mec, il est trop fort, c'est trop en image. Enfin, moi, je suis un mec d'image. Après, je suis un gros passionné de son. Mais quand t'as SCH devant ton objectif et qui fait un playback, en vrai, tu fais rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, j'étais comme ça, je regardais le truc. Fils de pute, ton bateau Non, c'est trop. Et depuis, oui, alors là, sur le dernier projet, on n'a pas pu bosser ensemble, mais c'est quelqu'un, on se suit beaucoup. Humainement, c'est quelque chose de dingue. Et à chaque fois qu'il a une idée, on en parle. Tout se fait assez naturellement, tu vois. Et il est prêt, il s'investit beaucoup en images. De toute façon, on le voit, que ce soit à son évolution même dans la mode, tu vois, on a vu l'évolution de SCH. C'est tout simplement parce qu'il y a énormément de travail. C'est beaucoup d'implications. Chaque chose est précise. Quel habit, quelles lunettes, quelle lumière. Et donc, c'est sûr que quand tu travailles dans l'image, c'est que du bonheur. Alors, on parle de Mafia avec SCH, mais est-ce que la cover la plus dangereuse que tu as réalisée, c'est celle de PLK Polak? Attends. Parce qu'il y a un ours, quand même, sur celle de... Ouais. Attends, dangereuse. En fait, dangereuse parce que ça aurait pu... Alors, je pense que je dirais que c'est celle-là. Ouais. Parce que grosso modo, moi, à un moment donné, en fait, quand je travaillais, je voulais tout gérer, en fait. Tu vois, donc je gérais la prod en globalité, tu vois, avec un ami à moi. Mais il y a des choses, en tant qu'autodidacte, tu sais pas. Ouais. Par exemple, quand je propose de shooter dans une cité avec un ours, je me dis pas il faut des autorisations, il y a des assurances. Non, moi je boucle l'ours et on se retrouve dans la cité. Je boucle l'ours. Tu vois, cette phrase est ouf quand même. Ouais, je boucle l'ours, exactement. Et je crois que c'est le jour J, quand je vois l'ours arriver, je me dis c'est pas dingue en fait ce qui se passe, parce que tout peut basculer. Tout peut basculer. Après, heureusement, on travaille avec des pros, il y avait un dresseur, tout ça, c'était quand même bien géré, mais pas d'autorisation. Tu peux te faire arrêter à tout moment, hein, parce qu'honnêtement, t'as quelqu'un à la fenêtre qui se lève, qui voit un ours, il est dans son droit d'appeler, tu vois, et dire il y a un truc en bas qui est pas normal, tu vois. Après, on avait prévu le truc, on a fait ça très tôt le matin, ça a duré 40 minutes, je pense, voire 1 heure max, parce que de toute façon, les animaux, tu peux pas. En fait, les animaux, tu t'adaptes à eux, en fait, tu vois. Donc, tu prends ce que tu peux prendre. Mais voilà, je peux dire que ça peut être la plus risquée, on va dire. Okay. Pas dangereuse, plus risquée. Ouais. Ok. Nouvel extrait sonore. Je fume la beuh d'Amsterdam, celle qui est bonne qui te monte au crâne.
Jul et JCVD, alors t'as réalisé la cover de l'album Rien sans rien. Ouais. Est-ce que travailler avec Jul, ça va aussi vite que quand lui, il produit des sons? Alors je pense moins maintenant, parce que il a tellement proposé qu'à chaque fois il doit quand même ramener quelque chose. Il doit ramener des choses un peu plus différentes, donc il y a quand même beaucoup de réflexion et c'est devenu tellement quelqu'un de big que dès qu'il prend la parole, il faut penser à tout ce qu'il y a autour, la scénographie, puis maintenant tu as des travaux avec des marques et tout, donc tu as une espèce de... Pareil, voilà, on parlait de 360, maintenant on travaille de plus en plus comme ça. Mais c'est vrai que généralement, Jul, on va dire qu'il sait exactement ce qu'il veut, tu vois, c'est-à-dire que même si y a de l'échange, c'est-à-dire qu'on propose des idées, mais on va dire que 70% de l'idée, ça vient de Jul en fait. Lui, c'est exactement ce qu'il veut, tu vois. J'ai pas observé comment il a travaillé sur bande organisée, tout ça, mais je pense que quand les artistes venaient, ils s'étaient quand même briefés en fait, tu vois. Parce que même s'il leur laissait libre cours, je pense que dès le départ, lui, il a déjà son univers, son truc, il dit voilà, on va faire comme ça. Et sur les covers, franchement, les shoots, ça dure 2 heures, 2-3 heures. Il vient et il n'y a pas de... Il n'y a pas de faux semblant, quoi. Il va pas te mettre une marque de luxe, quoi. Il reste comme il est, en fait, tu vois. Super naturel. C'est quelqu'un de incroyablement gentil, en fait. Tu vois, c'est assez perturbant parce que c'est un métier, quand même... Enfin, c'est une star, quoi. Tu vois, il peut pas marcher, il peut pas zoner sans qu'il y ait une émeute, en fait. Et il arrive à avoir les pieds sur terre et à rester simple, c'est assez fou. Les claquettes sur terre, même. Ouais, exactement. Bonne punchline. On continue avec un extrait. Toujours le ballon, je suis dans ton salon, je connais ton down, il me connaît ton down. Ça, c'est 13 blocs. T'as fait la cover de Blo, avec le fameux lustre. Blo 2. Stavo, là, avec Travaux, où tu remets... Le lustre s'éloigne de plus en plus. Exactement, où tu remets le lustre. Est-ce qu'il y a des autres suites comme ça de projets qui t'ont marqué? Peut-être Dinos. Parce que Dinos, qui était assez fou, c'est que sur la pochette d'Imani et après Stamina, donc après quand on connaît son parcours, eh ben on a le même gamin qui a grandi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on voit le gamin grandir et donc on va dire que c'est comme un triptyque en fait. T'as Imani, Taciturne et Stamina. Et sur Taciturne, on était sur un autre délire, mais il y a une vraie continuité. Tu vois, c'est-à-dire que là, pendant ces 3 projets, je pense qu'avec Dinos, on a fait que communiquer tout le long de l'année. Même quand il était en studio, il m'envoyait une photo, il me dit tiens, je kiffe trop ce grain, je kiffe trop ce stylisme et tout, parce que il est très impliqué aussi. Et donc c'est vrai que c'est toujours plaisant de pouvoir pousser c'est comme une série en fait, tu vois. Et 13 blocs, ça a été un peu ça. C'est-à-dire que sur Blo 2, en fait, on voulait... L'idée, c'était de ramener le lustre à la maison, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu ça, tu vois, avec les mamans qui sont là, tout ça. Sauf qu'on injecte un peu plus de luxe avec la voiture, les fringues. Il y a une espèce de step, de leur vie qui change. On essaie de le montrer. Mais c'est vrai que la toute première... En fait, l'histoire de Blo, pour moi, elle était assez folle parce que c'était vraiment une photo presque backstage, en fait, de la cover. C'est-à-dire que c'était quand on fait nos photos tests, moi j'ai commencé à shooter et eux ils étaient au loin en train de parler, quoi. Vrai. Et quand on a vu la touffe, on dit non, c'est ça en fait. C'est-à-dire que eux ils ont ce truc très quinri. Et donc ça fait partie de la force de 13 blocs, de prendre des risques. C'est-à-dire de pas se montrer. C'est quand même un parti difficile en fait, marketingment parlant, d'être un groupe et pas montrer sa tête. Tu vois, quand tu regardes Migos, les pochettes, on les voit bien, tu vois. Eux, ils sont déjà beaucoup et en plus ils se montrent pas, donc c'est la star de la pochette, c'est le lustre, quoi. Et au final ça a très bien fonctionné. Fifou, dans ce livre d'archives que tu sors, donc aux éditions Click, on le rappelle, grâce à toutes les photos des coulisses, tu captures pas mal d'atmosphères du rap français, différentes époques. Est-ce que toi, il y a une époque qui t'est particulièrement chère, une époque pour laquelle tu aurais une plus grande affection? Franchement, mes débuts. Mes débuts. Après, je pense que comme tous les débuts d'artistes, c'est-à-dire que c'est une période, on va dire, sans être dans le cliché, mais d'insouciance, tu vois. C'est-à-dire que moi, chez moi, en fait, c'était une espèce de factory où tout le rap français venait. C'est-à-dire que les mecs dormaient chez moi, je leur laissais les clés, tu vois. C'était un 9 mètres carrés. Ouais. Rappelons-le. Et j'avais des potes costauds, tu vois. Et donc... il y a des photos du studio, d'ailleurs, dans le livre. On me voit, c'est l'une des seules photos que j'ai, elle est floue en plus.
où tu vois que j'étais trop motivé parce que les gars faisaient la queue en bas. Vraiment, moi j'ai ça, je suis dégoûté de ne pas avoir shooté ça. C'est pour ça quand on parle de période chère, c'est qu'elle est chère en souvenir et que j'ai pas pu immortaliser malheureusement parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les téléphones enfin, il y avait des téléphones mais pas aussi techniques. Mais je pense que on l'aurait filmé vraiment sur Insta ou sur tous les réseaux, les gens ils auraient pété un câble parce que t'avais vraiment toutes les stars qui se croisaient. Et en plus moi, mon 9 mètres carrés, il était vraiment proche d'un studio d'enregistrement, Coppelia. Donc je voyais des Rimka sortir, t'as Croft, machin, tiens, y a Booba, il vient avec Mala, truc, c'était sans fin. Il n'y a jamais eu d'embrouille de gens qui se croisent, qui ne devaient pas se croiser? J'ai toujours fait en sorte que les montagnes se croisent pas, mais il y en a 2 qui sont croisés une fois. Pas des rappeurs, mais voilà, des poteaux. Enfin, eux, ils n'étaient pas poteaux. Et 2 gangs adverses, et ça s'est tapé dans mon 9 mètres. Hein. Sympa. Sympa. Est-ce que du coup il y a des choses que t'as pas pu mettre dans ce livre? Parce qu'il y a beaucoup d'archives que t'as réussi à retrouver. On en parlait tout à l'heure en off, les numéros des escorts dont on évoquait tout à l'heure l'histoire. Beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas pu mettre ou qui étaient trop touchy à mettre? Non, franchement il y avait rien de touchy. En plus ce qui est plus compliqué, c'est sur la dernière période. Pour moi, donc la moitié du livre, c'est donc pour moi qui est plus intéressante photographiquement, où pour le coup j'ai beaucoup de choix parce que maintenant c'est mon métier. Donc quand je fais une séance photo, même dernièrement j'ai fait Slimka, je crois que je préfère 100 pages de photos de Slimka parce que je trouve artistiquement intéressante. Donc ça a été plus dur pour moi de trier parce que les débuts, à la limite je voulais tout jeter presque, tu vois. C'est pour ça que j'ai présenté de manière plus comme un carnet de voyage. Avec un vrai parti pris où j'ai découpé, j'ai scotché parce que les photos elles-mêmes je les trouvais pas, tu vois, c'est mes débuts quoi. En fait je dirais que c'est plus dans les débuts qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu montrer, mais j'ai bossé avec tellement d'artistes. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire pourquoi tu m'as pas mis dedans, tu vois, qui font partie de ma vie, de mon histoire. Mais tu vois, c'est compliqué. Il y aura peut-être le volume 2 un jour. Ou une grosse réédition. Voilà, voilà. Ça, c'est l'avantage du rap français. Mais je pense que j'ai vraiment mis le nectar, en tout cas, du rap français. Moi, j'ai voulu, en tout cas, tout ce que j'ai pu faire à côté dans le cinéma, dans le sport, dans d'autres secteurs, même dans d'autres styles musicaux. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé dans la variété française, mine de rien. Florent Pagny, Benabar, ça, je les ai pas mis parce que je voulais absolument faire un livre qui retrace en images les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'était dans du rap français. Il y a aussi du rap américain, mais j'ai ciblé surtout français parce que c'est une trace, quoi. Tu vois, souvent je dis ça, mais il y a Jean-Marie Perrier qui a bossé avec Salut les copains, tu vois. Moi je suis Jean-Marie Perrier du rap, tu vois. En vrai de vrai. En fait, en gros, j'ai mémorisé dans un bouquin une période, un mouvement sur 20 ans. Et vu comment ce mouvement a pris place, c'est quelque chose, tu vois. Il nous reste encore un peu de temps ensemble. On a quelques questions à te soumettre encore rapidement. Quelle est la cover que tu as dû faire le plus vite? Je crois que Aya Nakamura, ça a dû se faire en 24 heures. Non, la plus rapide, c'est Stamina. Stamina? Ouais. Stamina. De Dinos, donc. Ouais, Dinos. Il avait déjà fait sa pochette, en fait. Mais bon, je lui ai proposé une idée. Il m'a dit, t'es relou, elle est bien ton idée. Et il me dit, par contre, il faut qu'on rentre demain soir, en fait. Waouh. Donc le lendemain matin, on a booké une salle de boxe 1 heure. On a shooté 30 minutes. L'après-midi, livret, album, c'est parti. Donc en moins de 24 heures. Ouais. Et ça se ressent, en fait. T'as un truc très documentaire sur cette cover de l'instant pris. Ouais. Qui parfois, en fait, quand tu travailles trop les choses, que tu prépares trop, tu perds ça un peu. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de retrouver cet esprit un peu staminaïque, tu vois, dans mon travail. Et parfois, on me le reproche. Actuellement, je fais beaucoup de pochettes très épurées, simples, limite photos de tournage, parce que je trouve que ça vieillit mieux et tu captes une émotion, tu vois. Et je trouve que quand je vois toute la nouvelle génération qui arrive, qui est ultra instinctive, j'ai envie de travailler comme ça. C'est ce que j'ai voulu faire avec Drill FR. Drill FR, on avait déjà fait une pochette ultra chiadée avec plein de lumière, tout ça, mais je trouve que on ressentait pas le truc de gazo, tu vois. Et je lui dis, viens, on re-shoot, t'es où, je te shoot.
Et ça a duré 10 minutes. Gros plan, tu montes tes dents et ça suffira. À la Gucci Mane. Tu vois, Gucci Mane, je pense quand il finit en photo, ça doit durer 20 minutes. Limousine, je me mets torse nu, manteau de fourrure. C'est ce qu'on aime aussi. C'est l'énergie qu'on veut, ouais, c'est ça. Une cover peut-être victime d'un imprévu et au final c'est resté. 13 blocs, hein. En fait, quand, tu vois, dans le côté imprévu, c'est-à-dire que pour moi, c'était pas du tout le plan de départ. Attends. Généralement, maintenant, on prévoit quand même tout, hein. C'est ça qui est compliqué. Je pense qu'en vrai, Coup de chaîne, cette première photo, qui était une photo de presse, je pense qu'elle n'était pas prévue pour cette cover, en fait, pour finir sur la cover de son single, tu vois. Surtout qu'elle n'a rien à voir avec le thème. C'est ça. Tu vas voir. Ok. Quel est le montant de la cover la plus chère que tu aies réalisée? Le montant... À peu près, hein. Pour que les gens, quel est le montant prod global? En fait, c'est ça le truc, c'est que souvent on me dit combien tu prends, mais mon cachet varie tout le temps, Bien en sûr. fait, surtout dans le rap. Moi, ma particularité, c'est quand je veux faire une idée et qu'elle coûte cher, je préfère même baisser mon prix pour pouvoir la faire. Chose que j'avais fait sur Al Capote, parce que cette construction... Elle n'était pas donnée. Laquelle sur Monument? Ouais. Ok. Regardez Monument, voilà. Al Capote. Mais quand, tu vois, en fait, quand on m'a proposé le devis, je me suis dit, bon, vas-y, on le fait, en fait, tu vois. Mais techniquement, je pense le plus gros montant, il doit monter à 50 000. D'accord. Grosso modo, tu vois. Entre 40 et 50, je dirais. Très bien. Et au contraire, celle qui t'a demandé le moins de moyens? Le moins de moyens, ça, il y en a plein au début. Hein. Le moins de moyens, franchement, je crois que mes 10 premières années, c'est ça. Tout l'avant coup de chaîne, moi, tu venais, tu me donnais 150 €, j'étais content. Hein. Désolé, j'ai cassé un marché à un moment donné, mais maintenant, les petits, ils arrivent aussi, ils sont comme moi, tu vois. Comme moi à cette époque-là. C'est le jeu, mais je dirais que j'ai fait des pochettes à 50, 100, voire rien du tout au début pour me faire connaître. Puis je dirais que toutes les pochettes que j'ai fait pour les Quinri, j'ai jamais été payé, tu vois. Parce que j'étais fan, en fait. En fait, c'est ça qui est particulier, c'est quand t'es passionné par quelque chose, que tu vis dans un 9 mètres carrés qui coûte 300 €, que 2 francs prix et un peu de... Enfin, en gros, tu vis de rien, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je vivais d'amour et de rap, quoi, tu vois. De rap frais. Ouais, c'est ça. C'est beau. Fifou, on arrive. Plus maintenant. Ouais, bien sûr. C'est Tom Pes. Je préfère le dire. Les gars. Je vais me faire bombarder. Quand il a dit tout à l'heure qu'il ne roulait pas sur l'or, désormais il roule sur l'or. Tranquille. Je rigole. Fifou, on arrive à la fin de l'interview. C'était un plaisir de discuter avec toi. Partagé, vraiment. En attendant le futur et tous tes futurs accomplissements, contemplons déjà ce que tu as réalisé avec ton livre Archives qui sort aujourd'hui même aux éditions Click avec un texte du journaliste Bastien Stizy et une préface d'Oxmo Puccino. On l'a pas dit, très belle préface qui m'a fait monter les larmes direct. Ouais, c'est très beau ce qu'il a écrit, vraiment. Donc le livre est dispo partout, j'imagine. Dans toutes les Fnac, Cultura, dans les librairies spécialisées. Voilà, c'est un très beau voyage en images, un très beau cadeau de Noël potentiel. On dit ça au passage, mais c'est bien calé. Voilà, c'est bien calé. Fifou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Studio 41 avec Ismaël et Elena.